Il y a plus de 20 ans, lorsque j'étais en Normandie avec mes parents, j'ai découvert la Seconde Guerre mondiale. Mais à 8 ans, on ne réalise pas toujours le prix énorme à payer et tous les sacrifices nécessaires pour garantir notre liberté d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'a débuté ma passion pour la 2e division blindée et pour le général Leclerc. Au fil des années, j'ai compris pourquoi le général Leclerc et ses hommes se sont battus contre l'ennemi avec tant d'acharnement. C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder dans les dossiers sombres de l'histoire certains aspects difficiles, parfois surréalistes, mais qui pourtant ont bel et bien existé. Cette fois, j'ai décidé de porter mon attention sur une brigade SS de la Seconde Guerre mondiale. Cette brigade, surnommée les Chasseurs Noirs, est plus généralement connue sous le nom de brigade SS d'Irlewanger. Pourquoi cette brigade a tant marqué l'histoire des pays de l'Est ? Qui étaient ces chasseurs noirs de la brigade d'Irlewanger ? Pour mieux comprendre les origines de cette brigade, voici son histoire. « 1er septembre 1939. L'Allemagne franchit les barrières de la frontière et envahit la Pologne. Après une campagne éclair, les Allemands font la jonction avec les troupes soviétiques, selon les accords du traité germano-soviétique du 23 août 1939, coupant la Pologne en deux. À l'ouest, malgré la déclaration de guerre, tout le monde reste sur ses gardes sans agir. Mais tous espèrent que cette guerre va se terminer rapidement. Le 23 mars 1940, vers 16h, Hans Sommer, chef de bureau du ministère allemand de la Justice, reçoit un coup de téléphone du SS-Gruppenführer Karl Wolff, chef d'état-major d'Heinrich Himmler. Il l'informe qu'Hitler a l'intention d'octroyer, selon ses expressions, aux braconniers honorables, des suspensions de peine s'ils se conduisent bien sur le front. Ils auront même l'amnistie pour leurs méfaits. On lui demande d'établir une liste des condamnés pour braconnage retenus actuellement dans les camps. Ils seront intégrés comme soldats dans la future brigade en cours de création. Heinrich Himmler devance ainsi Hermann Göring de quelques mois, car lui aussi a eu cette idée de créer une unité spéciale composée exclusivement de braconniers. Ce dernier renonce finalement à ce projet. L'intervention des plus hautes autorités nazies auprès du ministère de la Justice est pourtant bien consignée dans les archives allemandes. Malgré tout, Hitler reste assez réservé. Il est connu pour être végétarien, contrairement à Göring et Himmler, tous les deux chasseurs. Himmler chasse au sein d'un cercle de SS, comme Oswald Pohl, gestionnaire des camps de concentration, Gottlob Berger, Odilo Globoknik, Erich von dem Bar-Zelewski, les supérieurs hiérarchiques du futur général chargé du commandement de cette brigade. Cette unité braconnière doit traquer les partisans cachés dans les forêts à l'est. Ils vont donner une dimension romantique identique à celle d'Hitler pour le braconnage, tout en gardant le plaisir d'infliger de grandes douleurs à des hommes considérés comme de simples proies. Un fonctionnaire du ministère de la Justice décrit ce projet de troupe braconnier conçu par Göring. Il veut rassembler des membres passionnés de bandes de contrebandiers qui se feraient, en faisant le coup de feu, un chemin par-delà les frontières et dont la passion consiste à mettre leur vie en jeu pour tromper la surveillance des troupes de la douane. En somme, ils doivent agir en bande organisée à l'Est. Ils ont pour mission d'anéantir les groupes de partisans par tous les moyens. Mais de retour de leurs opérations, ils sont à nouveau mis sous surveillance, car ne l'oublions pas, ce sont toujours des personnes condamnées pour avoir fait du braconnage. En mai 1940, un officier SS est envoyé à Oranienburg pour prendre en charge la formation militaire de 80 prisonniers condamnés pour des délits liés à la chasse. En mai 1940, un officier SS est envoyé à Oranienburg pour prendre en charge la formation militaire de 80 prisonniers condamnés pour les délits liés à la chasse. Issus de toute l'Allemagne, les prisonniers sont rassemblés dans un baraquement isolé. Ils sont mis à la disposition de l'un des régiments de la Wehrführungstruppe, la future Waffen-SS.
La moyenne d'âge des hommes de l'unité est située dans la trentaine d'années. Ils subissent un entraînement assez rudimentaire avant d'être envoyés en action. Cette formation reste sélective, car seuls 55 des 80 braconniers sont intégrés dans le commando. Les autres sont reconduits dans leur centre de détention, sans préciser le motif de ce retour, car tout doit rester secret. L'officier en charge de la sélection et de la formation militaire des 80 prisonniers est le futur commandant de l'unité, Oskar Dirlewanger. Mais qui est Oskar Dirlewanger ? Oskar Dirlewanger est né le 26 septembre 1895 à Würzburg, en Souabe. Ses parents, comme dit Dirlewanger, ne sont ni pauvres ni riches. Ils font partie de la classe moyenne. Son père est un homme calme, intelligent et économe. En réalité, le portrait d'une famille sans histoire. Oskar Dirlewanger obtient l'équivalent allemand du baccalauréat. Il entre au lycée pour poursuivre des études vers le secteur privé. En avril 1913, âgé de 18 ans, il s'engage dans l'armée. Au bout d'une année, l'Allemagne entre en guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Il sert dans une compagnie de mitrailleurs du 123e régiment de grenadiers. Il prend part au plan Schlieffen qui organise une attaque décisive contre la France. Blessé au pied, blessé au bras, où il reste invalide à 40%, et ses décorations démontrent le caractère marqué de ce personnage. En septembre 1916, il est détaché à l'état-major de la 7e division de défense du Württemberg, où il devient sous-officier et instructeur pour le maniement des mitrailleuses. En avril 1917, malgré son handicap au bras, il se porte volontaire pour être en première ligne. Promu lieutenant, il se voit confier au sein de la 7e division württembergeoise la 2e compagnie du 121e bataillon d'infanterie. Cette dernière est composée exclusivement d'équipes de mitrailleuses. Ils sont jusqu'en novembre 1918 au sud du front de l'Est. Dirlewanger est un homme qui aime la guerre, à un tel point qu'il n'accepte pas d'être éloigné du front, malgré sa blessure qui lui confère le statut d'invalide. Par la suite, il combat les grèves communistes de Württemberg, à bord de son train blindé. C'est lors d'une intervention contre des grévistes de Sangerhausen qu'il est touché une 4e fois à la tête. Certaines actions accomplies par Dirlewanger sont considérées par le régime comme illégales. Il est d'ailleurs condamné en 1920 et en 1921 à de courts séjours en prison pour avoir participé à du camouflage d'armes. La condamnation est prononcée quelques semaines après son intervention à Sangerhausen. Il passe 2 semaines en prison. Juste 2 jours après sa sortie, il s'engage à nouveau dans les corps francs pour combattre en Haute-Silésie. En 1923, il devient membre du NSDAP. Mais suite à la tentative de putsch d'Adolf Hitler à Munich, il décide de ralentir son engagement au sein de cette organisation devenue interdite. En 1926, dès qu'elle est à nouveau autorisée, il se réengage au NSDAP. De 1928 à 1931, Dirlewanger est nommé directeur exécutif d'une fabrique de textiles détenue par une famille juive d'Erfurt. En 1932, il entre dans la SA, en devient membre bienfaiteur et profite de la popularité du NSDAP, devenu le 3e parti d'Allemagne. Dans la SA, Dirlewanger monte rapidement en grade. Après avoir accompli 1 année comme simple homme de troupe, il est nommé au grade de Truppführer. En seulement 3 mois, il se voit confier le commandement intérimaire d'une Sturmbahn, avant d'être nommé 15 jours plus tard Obertruppenführer, puis Sturmführer. À la tête de sa Sturmbahn, il se lance à l'assaut de la maison des syndicats d'Esslingen, où il est une nouvelle fois blessé. Il est reconnu par les services de police, puis arrêté et condamné pour trouble de la paix civile. En 1933, Dirlewanger est nommé directeur de l'agence pour l'emploi de Heilbronn, un poste clé pour les responsables locaux du NSDAP et de l'ASA. Le seul problème, c'est que depuis sa nomination, de nombreuses plaintes affluent. La firme textile dont il est directeur porte plainte contre lui pour détournement de fonds.
Après 2 autres plaintes pour des accidents de voiture et une inculpation pour détournement de mineurs, Dirlewanger est exclu des cadres de sociabilité. Il est déchu de son titre de docteur en université. Condamné pour les malversations dans l'usine de textile d'Erfurst, il est incarcéré dans la prison de Ludwigsburg, parmi d'autres délinquants. Grâce à Heinrich Himmler, Oskar Dirlewanger va bénéficier d'une certaine impunité. Toutes les enquêtes menées contre lui sont stoppées. Grâce au soutien d'Heinrich Himmler, il s'engage dans la SS, où il ne sera plus jamais inquiété. Revenant d'Espagne en 1939, les tribunaux annulent purement et simplement ses condamnations. En 1940, il passe de lieutenant à général SS. Il se trouve désormais à la tête de son commando de braconniers, où ses hommes ne cesseront de louer son courage lors des attaques jusqu'à une véritable fascination pour ce général. En raison de ses vertus guerrières, il réussit à se faire obéir sans condition. Il détient un véritable droit de vie ou de mort sur ses hommes. Dirlewanger fixe lui-même toutes ses règles dans son unité. Je suis responsable de la discipline militaire dans la maison du 19 de la rue Chopin, devant le SSPF. Les escaliers de sortie et les allées débordent d'immondices. Souvent, des hommes ivres brisent des fenêtres et des installations, détériorent volontairement le mobilier. On n'entend pas seulement des chants et de la musique dans les premières heures du matin, mais on entend aussi des vociférations, des rixes, des danses. Les hommes rentrant au casernement ont par ailleurs pris l'habitude de crier et de chanter. Les visites des épouses et de femmes ont pris une ampleur inacceptable pour une installation militaire. La cour et le jardin servent de dépotoir, alors même que j'ai fait déposer une caisse à déchets. Après l'échec de toutes les tentatives visant à mettre fin à cette vie de bohémien par la discussion et les remontrances, j'ordonne ce qui suit. Point 1. Tout auteur d'excès nocturne, tir intempestif, dégradation intentionnelle d'installation, tir sur les éclairages, sera dorénavant immédiatement placé aux arrêts de rigueur et remis aux autorités compétentes pour être puni. Ce règlement est valable pour le bruit après 22 heures. Deuxième point. Le sous-officier de service de mon commando a pour ordre de vérifier et d'éteindre les éclairages de la troupe. Je ferai démonter les éclairages si jamais les lumières sont encore allumées après 22 heures. Si les ordres n'étaient pas respectés, certains risquaient de subir des coups de crosse en guise de punition ou même d'être fusillés. Malgré l'instauration de ces règles strictes, le chef du commando se comporte exactement comme ses hommes. Dirlewanger conserve un sérieux penchant pour l'alcool. Il apprécie les beuveries. Certains rapportent également l'attitude de Dirlewanger et de ses officiers avec les femmes, jusqu'à l'organisation de soirées mêlant agression collective et sévices multiples liés aux abus en raison de la consommation excessive d'alcool. Mais revenons plus particulièrement au mois de septembre 1940. C'est à partir de cette date que la cinquantaine d'hommes dirigés par Dirlewanger est envoyée dans le district de Lublin. Elle est placée sous le commandement du SSPF, la SS und Polizeiführer Lokal Odilo Globoknik. Une vingtaine de nouvelles recrues ainsi que 4 sous-officiers de la Waffen-SS les rejoint. La troupe, ainsi formée, va rester 18 mois en Pologne du Sud-Est et les confins galiciens, se partageant son terrain de chasse entre la ligne de démarcation germano-soviétique, la ville de Lublin et les environs de Stary Zykov. En effet, Lublin a un statut particulier du proconsulat frontalier avec une zone d'influence soviétique. Avec sa fonction défensive, la ville a un rôle clé dans la politique de réorganisation des relations ethniques décidée par Hitler après l'invasion. Les responsables du service central de sécurité du Reich, le RSHA, décident de faire de Lublin une sorte de grande réserve destinée à accueillir tous les Juifs d'Allemagne et d'Europe occupée. Pour l'Allemagne, le contrôle de ce territoire revêt une importance capitale. Le juge Konrad Morgen ouvre pourtant à Lublin une enquête sur les exactions commises par l'unité de Dirlewanger. Le chef de la Gestapo de Lublin, Johannes Müller, évoque dans ses rapports les violences collectives commises par l'unité sur des femmes. Mais Dirlewanger reste couvert par sa hiérarchie, lui permettant ainsi de commettre de graves exactions tout en restant
impunis. Les hommes de l'unité de Dirlewanger n'ont pas en charge les politiques de germanisation. En revanche, elle doit s'occuper de la sécurité du territoire. Leur première mission a lieu en automne, voire en décembre 1940 pour protéger les gardes forestiers polonais dans les forêts de l'est de la région, le long de la frontière. Gottlob Berger, chef du SSF-HA et ami de Dirlewanger jusqu'à la fin de la guerre, décrit lors du procès de Nuremberg les activités de l'unité en ce début de campagne. Il explique que l'unité réalise des missions de combat contre les francs-tireurs. En revanche, Hans-Peter Klausch réfute ce témoignage de Berger. Il déclare que l'unité est engagée dans une lutte contre les premiers maquis de résistants polonais formés par des soldats dépassés par l'invasion allemande et russe. Ces derniers se sont réfugiés, selon ses dires, dans les bois des bords du Buis pour avoir une chance d'échapper à la captivité. Selon Berger, ces maquis causent de nombreuses pertes aux forces d'occupation. La brigade Dirlewanger est chargée de mettre fin à ces incidents. Mais il y a un problème dans les dires de Berger. Aucune preuve n'existe pour confirmer ces propos, alors qu'après-guerre, de nombreux témoignages affluent. Aucun ne mentionne une lutte contre les partisans. De plus, autre fait étrange, si l'unité Dirlewanger s'est engagée dans la lutte contre les partisans, pourquoi elle ne subit aucune perte durant cette période ? En effet, les hommes ne parlent presque jamais de la traque des partisans dans les forêts de la zone de démarcation. En revanche, l'unité fait de la surveillance en contrôlant les populations civiles et lutte contre le marché noir. En confisquant les biens de la population, certains dans l'unité n'hésitent pas à se servir pour leur profit personnel. Le commando Dirlewanger va également surveiller des travaux de construction que les bureaux de Globoknik mettent en œuvre le long de la ligne de démarcation germano-soviétique. Pour construire ce mur de l'Est, composé de fossés anti-chars et d'ouvrages, ils vont utiliser de la main-d'œuvre concentrationnaire. Les hommes de Dirlewanger font partie des équipes qui surveillent les détenus. Malgré cela, la réputation de l'unité finit par se dégrader significativement, à un tel point qu'elle est éloignée de la région. Face à cette décision, Dirlewanger fait appel à Gottlob Berger pour à nouveau faire obstacle aux procédures judiciaires SS qui visent l'unité. En revanche, Berger ne parvient pas à empêcher une intervention du HSSPF pour le gouvernement général, Kruger, avec l'ultimatum d'éloignement de l'unité spéciale. À la fin de janvier 1942, Oskar Dirlewanger reçoit l'ordre de mise en marche. 3 semaines plus tard, Globoknik rend un hommage tout à fait hypocrite à l'unité en partance, saluant son action dans des circonstances délicates. Dirlewanger rassemble ses troupes, tout le matériel disponible, mais également les biens régulièrement acquis. Après un dernier échange entre Berger et Dirlewanger, l'unité arrive en Biélorussie où elle est placée sous le commandement de l'état-major opérationnel de Himmler. L'unité, rattachée provisoirement aux brigades de cavalerie SS, va être employée pour des missions prévues lors de sa création. La lutte contre les partisans. Depuis l'été 1941 et face à l'avancée des troupes allemandes, les troupes soviétiques se réfugient dans les forêts biélorusses, où une stratégie de survie est déployée pour se procurer l'essentiel nécessaire à leur subsistance, sans planifier de réelle résistance à l'occupation allemande. Face à l'augmentation de l'activité des partisans, les forces conjuguées du commandement militaire pour les territoires de l'arrière-front et les forces de police et de la SS modifient leur stratégie de lutte contre les partisans. Jusqu'à présent, elles contrôlent les routes et pourchassent sans pitié les individus ou les groupes errants. Elles organisent désormais de grandes opérations de ratissage. L'opération Bamberg est lancée. Elle débute en Polésie vers le nord pour s'achever dans les environs de Bobruisk. La semaine suivante, l'unité Dirlewanger est engagée dans la zone. Durant les 33 mois en Biélorussie, près de 55 opérations de ratissage ont eu lieu. L'unité participe à 27 d'entre elles,
notamment en formation intégrée à différents groupes de lutte contre les partisans, comme le Kampfgruppe von Godberg, du nom du SSPF de Biélorussie. En plus de ces 27 opérations de grande envergure, on note des petites opérations dans les environs de son cantonnement. Dans un premier temps, dans les environs de Mogilev, puis à Laouisk, en janvier 1943. Même si le journal de bord de l'unité n'a jamais été retrouvé, les historiens estiment que le groupe participe à plus de 50 opérations de ratissage. La première sortie de l'unité dure 8 jours. Elle prend d'assaut un camp retranché de partisans dans les environs d'Ossipovitch, puis de Klitchev et de Tchervakov. D'autres actions de reconnaissance sont menées du 16 au 22 mars au sud de Mogilev et sur la route allant de Mogilev à Bobruisk. Les premiers engagements ont un tel résultat que dès la fin mars, Dirlewanger entame des démarches pour disposer d'effectifs supplémentaires. Son unité n'est composée que d'une centaine d'hommes. Le 23 mars, l'état-major du HSSPF, pour l'URSS centrale, demande à l'état-major de commandement de Himmler, auquel le commando est rattaché, de porter son effectif à 250 hommes. Il sollicite une livraison de MG-34, de 6 lance-grenades légers, de 2 lance-grenades lourds, de 2 obusiers d'infanterie identiques à ceux des troupes de montagne, ainsi que des moyens de transmission et des véhicules supplémentaires. Cette demande va rester sans réponse. Cette lettre des services de Vondembar-Zeleski constitue le point de départ des démarches de Dirlewanger, démarches qu'il mène parallèlement à une intense activité de ratissage. Les rapports relatifs à l'unité Dirlewanger traitent de l'incessant travail de reconnaissance et de lutte contre les unités de partisans à partir du printemps 1942 pour saboter régulièrement les lignes de communication allemandes. Durant les premiers mois de l'occupation, la brigade Dirlewanger pourchasse ses groupes sur la route et la voie ferrée menant de Bobruisk à Mogilev. Durant la 3e semaine de mai, le commando connaît ses premières pertes. Parmi 4 hommes attaqués sur la route de Mogilev, alors qu'ils partaient en permission, 3 sont tués. Après l'enterrement, les hommes de l'unité partent venger leurs 3 camarades. Ils brûlent un camp de partisans et un village déserté. Quelques jours plus tard, l'unité opère dans les environs d'Orsha pour être de nouveau envoyée dans le triangle Mogilev, Bobruisk, Berezino pour une opération conjointe avec l'Einsatzkommando 8. Cette opération se déroule le long de la ligne de chemin de fer reliant Minsk et Mogilev, en représailles de l'assassinat de 17 policiers allemands par des partisans. À la fin de cette expédition punitive, l'unité est à nouveau assignée aux opérations de ratissage dans les forêts situées à l'ouest de Mogilev. Le 9 juillet 1942, lors d'une opération menée en collaboration avec les patrouilles de sécurité de la Wehrmacht dans la région de Klitchev, le chef de l'unité, Oskar Dirlewanger, est blessé à l'épaule. Il est évacué à l'arrière du front. Au même moment, son unité intervient en formation de combat plus importante dans le secteur au nord de la ligne de chemin de fer. Entre le 20 juillet et le 7 août, elle participe à l'opération Adler, dans les environs de Tchétchévitch, avec 2 divisions de sécurité de la Wehrmacht, un bataillon de police et un bataillon de cosaques, appuyés par l'artillerie et l'aviation. L'opération permet d'encercler une formation de partisans. Ils vont mettre main basse sur 422 armes individuelles de tout calibre, 14 canons, 36 600 cartouches et obus. Parmi les partisans, 1381 perdent la vie. Les soldats allemands, eux, ne déplorent que 27 tués et 64 blessés. La chasse aux partisans s'intensifie. Une nouvelle opération est lancée entre Orsha et Vitebsk, l'opération Greif. Une division SS, 2 régiments de la police et un bataillon de volontaires français y participent avec l'unité Dirlewanger. Encore une fois, un succès du côté nazi. Dirlewanger profite de ses premiers mois de succès pour plaider sans arrêt en faveur du renforcement de son unité.
Il souhaite toujours augmenter ses effectifs et disposer d'équipements militaires supplémentaires. Le Hauptsturmführer Meyer Mandorf, commandant de l'unité suite à la blessure à l'épaule de Dirlewanger, décrit avec moult éloges les actions de l'unité lors de l'opération Greif. Tous ces écrits vont également influencer le résultat à Lublin d'une nouvelle enquête en cours contre son unité. Durant l'été, Dirlewanger saisit l'opportunité de son immobilisation liée à sa blessure à l'épaule pour se rendre à Berlin afin d'obtenir les renforts réclamés depuis mars. Ces démarches restent sans suite. Au moment de rejoindre son unité en Biélorussie, il écrit une lettre à Berger, dans laquelle il argumente ses besoins en matériel et humain. Finalement, 115 braconniers arrivent en renfort. En quelques mois, l'unité passe d'un commando de 80 hommes à un bataillon de 750 hommes. Les 4 compagnies de combat seront épaulées par une quarantaine de motocyclistes et par une unité d'artillerie forte de 40 hommes. Le bataillon spécial Dirlewanger atteint un format qu'il conserve jusqu'à l'été 1943. Le bataillon s'engage alors dans plusieurs opérations. Les opérations Regatla, Karlsbad, Franz, Ernstefest 1 et 2, Hornung, Zauberflot, Draufgänger 1 et 2, Cottbus et Gunther. L'unité organise de grandes fusillades durant l'été dans les ghettos et pendant l'automne 1941 dans toute la Biélorussie. Raoul Hilberg dit même qu'il s'agit de la seconde vague génocidaire contre les communautés juives. L'opération Hornung s'achève par la liquidation du ghetto de Slutsk, ainsi qu'une partie du ghetto de Boranovitch, lors de l'opération Fièvre des Marais. Bien que le massacre de Lida a eu lieu en même temps, l'unité ne semble pas avoir été présente à cet événement tragique. À l'automne 1942, l'unité reste au centre de la Biélorussie, dans la région de Minsk. Puis à l'hiver 1942-1943, elle est cantonnée dans les marais de Pripyat. Le bilan de l'opération Fièvre des Marais est lourd. 489 partisans perdent la vie et 8350 juifs du ghetto de Baranovitch assassinés. Près de 1274 suspects sont évacués, avec 1217 autres déportés pour le travail dans le Reich. Les suspects exécutés sont jugés inaptes au travail ou ceux rattrapés pendant leur tentative de fuite. La destruction de 49 camps pendant l'opération par les commandos de reconnaissance reflète en réalité une véritable opération génocidaire masquée derrière une soi-disant lutte contre les partisans. Depuis 1943, les Allemands entament une nouvelle stratégie. Ils évacuent les populations des villages et déportent toutes les personnes déclarées aptes au travail pour les envoyer en Allemagne dans le cadre du travail obligatoire ordonné par Sauckel le 7 mai 1942. En évacuant les populations des villages, les partisans sont privés d'un environnement propice au ravitaillement, à l'appui logistique et au renseignement. Dès la fin 1942, dans la région de Tcherven, les hommes de l'unité sont accompagnés par des officiers en uniforme brun, membres de l'administration civile allemande locale du ministère des Territoires occupés. Ces derniers sont chargés de superviser les opérations de déportation et de confiscation des produits agricoles. Lors de leur opération spéciale, ils sont placés sous la protection du bataillon. Le 1er août 1943, von Kottberg émet un ordre. La population entière, hommes, femmes et enfants, les biens morts ou vifs sont à expulser de la région définie dans l'article 1. Les hommes aptes au travail seront recensés par l'état-major spécial de l'action de travail du régiment Radteschen. Le traitement du reste de la population est de la responsabilité des commissions locales. Il n'est pas judicieux de laisser la population inapte dans les environs de la région désignée. L'état-major du régiment Radteschen a organisé des camps d'accueil à Stolps, Ignenis, Volocin, Bodanov et Lups. Les biens agricoles et le bétail doivent être recensés par les commandos de la section 3 du commissariat général affecté à la troupe.
Les villages et toutes les autres constructions, les ponts et les vergers doivent être détruits s'ils ne peuvent être camouflés. Les forêts sont par ailleurs elles aussi à incendier dans la mesure du possible. Dans le futur, les êtres humains rencontrés dans la région seront considérés comme un gibier. Le jour de l'évacuation sera déterminé par ordre radio après la pacification de l'espace désigné. Cet ordre montre le véritable enjeu de ce type d'action. Mais surtout, l'ordre signifie la création de véritables zones de mort pour lutter contre les partisans. À l'été 1943, en s'appuyant sur le journal de marche de l'unité d'Irlewanger, celle-ci confirme que ces hommes ont abattu près de 15 000 personnes en 15 mois d'opération. Ils dénombrent 92 tués ou disparus dans leur rang. Face à ces exploits, le Gruppenführer von Gottberg propose de médailler Oskar d'Irlewanger. Le rapport de von Gottberg insiste sur les prises de guerre de l'unité, en tentant de ramener l'action des hommes de d'Irlewanger sur un plan strictement guerrier et souligne la bravoure du chef de l'unité. L'unité se trouve désormais à Ławisk, à 40 km au nord de Minsk. L'unité intervient dans des opérations plus à l'ouest et au sud, aux alentours de Słupsk, en Volhynie-Polynésie, mais également à Lepel et Boryssou. Cette région va connaître la plus vaste et la plus meurtrière des actions menées en Biélorussie, l'opération Cottbus. 10 jours après son déclenchement, le 30 mai au matin, d'Irlewanger envoie un rapport des accrochages subis durant ces 2 dernières heures. La compagnie russe perd 7 hommes sur des mines. D'Irlewanger signale plusieurs disparus. La compagnie allemande, constituée de braconniers, reste la moins touchée. Mais elle compte malgré tout 2 sous-officiers et 2 hommes de troupes blessés. 2 heures plus tard, 5 hommes supplémentaires sont signalés blessés. L'opération Cottbus est le théâtre des combats les plus intenses de toutes les opérations, avec une violence extrême à l'arrière du front contre les civils russes et les juifs survivants. Au total, plus de 12 000 personnes périssent. L'unité joue un rôle central dans les opérations de destruction mises au point par le Kampfgruppe von Gottberg. Une nouvelle pratique consiste à envoyer des civils dans les espaces minés afin de déclencher les explosions. Cette tactique coûte la vie à plus de 3000 personnes. Von Gottberg note dans son rapport. Le minage de la plupart des voies et des chemins a rendu nécessaire l'emploi de détecteurs de mines conformes aux ordres. Le détecteur de mines mis au point par le bataillon d'Irlewanger a passé le test avec succès. En revanche, le rapport ne précise pas que ces nouveaux détecteurs de mines mis au point par le bataillon d'Irlewanger concernent l'utilisation pure et simple d'êtres humains. Des rapports parviennent à Minsk, à l'un des adjoints du commissaire général, Wilhelm Kube. Il fait état de massacres commis dans le village de Vitonich. Plusieurs personnes blessées par balles ont, d'après les constatations, certainement réussi à s'extirper de la fosse commune pour demander de l'aide dans les hôpitaux et les centres de soins. Wilhelm Kube semble d'accord avec ces pratiques massives d'exécution, mais il envoie à Rosenberg, ministre des territoires occupés, un rapport pour intervenir auprès d'Hitler afin de faire cesser ces massacres. Ce rapport n'est qu'une stratégie pour rassurer la domination des civils au plan local et conserver le contrôle dans les décisions prises dans les commissariats généraux. Le 22 septembre 1943, Wilhelm Kube est assassiné par sa femme de ménage en Biélorussie. Cet assassinat intervient dans un contexte de crise grave entre l'administration civile et les SS. Berlin va prendre conscience des problèmes posés par les partisans en Biélorussie. Wilhelm Kube est remplacé par von Gottberg, qui cumule le poste de SSPF pour Minsk et celui de commissaire pour la Biélorussie. Il est le supérieur de d'Irlewanger, il légitime désormais toutes les actions menées par la brigade d'Irlewanger. En juillet 1943, soit un mois après l'opération Cottbus, un contingent arrive pour renforcer les rangs de l'unité. Cette fois, ce ne sont plus de simples braconniers en renfort,
mais de véritables délinquants, comme l'ordonne Heinrich Himmler le 28 mars 1943. Les Allemands du Reich et tous les hommes de classe 1901 et suivantes séjournant de façon irrégulière dans le gouvernement général, qui n'ont aucune instruction et pas de situation militaire et qui se sont soustraits à leur devoir d'incorporation depuis des années, arrêtés lors du ratissage du gouvernement général, doivent être rassemblés et affectés au bataillon disciplinaire à l'unité d'Irlewanger. Ce premier groupe arrive le 7 juillet à Lawisk. Il y a 321 personnes. 294 viennent pour l'essentiel de Dachau, Buchenwald, Mauthausen et Sachsenhausen. Ils sont encadrés par un groupe de sous-officiers dont l'incorporation n'est d'ailleurs pas du tout prévue. En effet, 4 mois après leur arrivée, une lettre comminatoire du WVHA, chargée de la sélection des détenus, menace Dirlewanger d'en référer à Himmler. Les nouveaux incorporés ont des âges divers. Internés dans leur majorité comme asociaux ou comme criminels professionnels, ils constituent la moitié du contingent. Ils ont déjà purgé de lourdes peines de réclusion pour atteinte aux biens comme cambriolage, vol à la tire, meurtre, extorsion de fonds, etc. Pour les asociaux, ce sont des petits délinquants, mendiants, chômeurs ou pour certains psychopathes, mais leur casier judiciaire est moins chargé. Ce nouveau contingent est mis à l'instruction dès son arrivée, puis réparti en différentes compagnies à l'intérieur de l'unité. En somme, l'unité ne mélange pas les catégories de recrues. Les anciens, les braconniers, continuent à former la première compagnie, tandis que les nouvelles recrues sont incorporées à 2 nouvelles compagnies. Cette augmentation des effectifs se prépare à devenir non plus un bataillon, mais un régiment spécial. L'ordre de constitution du régiment d'Irlewanger stipule que les armes indispensables à équiper ces renforts fraîchement arrivés doivent être prises aux partisans. Cette mesure ne convient pas du tout à leur chef. En effet, Dirlewanger espérait des renforts, mais également l'équipement militaire complet pour le fonctionnement de son régiment. Une semaine après leur arrivée, les hommes issus des camps de concentration sont engagés dans l'opération Gunther, qui dure 3 jours. Dirlewanger, suite à l'ordre de Korsman, va épargner autant que possible un certain nombre de villages. Les troupes de reconnaissance du SD ont établi pourtant qu'il s'agit de villages acquis aux bandits, très actifs au minage des routes. Dirlewanger, furieux, estime que ces instructions sont complètement responsables des pertes subies lors de l'opération. On dénombre 3484 personnes assassinées, alors que du côté allemand, on compte 5 Allemands et 6 halogènes tombés lors des combats, ainsi que 17 Allemands et 31 supplétifs blessés. Lors des dernières semaines d'août, les combats de l'opération Hermann, du nom de l'un des meneurs de la politique de main-d'œuvre, on compte 4 Allemands tués et 7 autres blessés, dont 4 évacués immédiatement par avion. Les rapports de combat précisent que l'unité est employée à la réduction de la zone d'encerclement en menant d'intenses combats. Au total, elle perd au cours de l'opération Hermann 13 hommes, 35 blessés et 8 Huiz ukrainiens blessés. Parmi les blessés figurent l'Obersturmführer Blessau et Dirlewanger. Les Allemands constatent une chose, le combat contre les partisans change complètement. Ils sont mieux organisés et mieux équipés, à un tel point qu'ils ont du mal à terminer les combats lors des accrochages. En novembre 1943, l'unité s'engage dans l'opération Heinrich. Cette opération intervient au moment où les soviétiques percent dans le secteur de Vitebsk. L'unité d'Irlewanger est contrainte de se battre en première ligne. Pour résister dans le froid glacial, 650 mètres de tranchées sont creusés provoquant des engelures chez les soldats, car l'équipement divers distribué à l'unité est jugé suffisant. En décembre 1943, le régiment change d'affectation pour Uzda, à une 50aine de kilomètres au sud de Minsk. L'opération Frühlingsfest est déclenchée. À nouveau, on franchit un cap dans l'activité de ratissage. Cette nouvelle opération a lieu dans la région de Polotsk,
et d'Usachi, dans le secteur de Vitebsk. L'unité participe à l'opération au sein de 4 Einsatzgruppen. Cette opération dure 3 semaines. On dénombre plus de 7011 morts et plus de 6978 blessés. Près de 11 233 personnes sont déportées. Les Allemands, quant à eux, comptent la perte de 17 d'entre eux. Ils prennent 1065 armes légères et 360 armes lourdes aux partisans. Les autorités chargées de la sécurisation de l'arrière du front sont tout à fait conscientes de l'échec au plan de la sécurité de la politique de lutte contre les partisans. Pour y remédier, les organes de sécurité mettent en place un quadrillage servant au contrôle permanent du territoire. Des villages fortifiés et armés doivent à terme couvrir tout le territoire du commissariat général. Cette expérimentation est déjà menée dans le district de Lublin, où Odilo Globoknik implante des villages de colons allemands à la place de paysans polonais ou ukrainiens expulsés. Cette fois, la stratégie est identique. Il ne s'agit plus d'une opération de germanisation, car les candidats à l'installation ne sont pas des Volksdeutsche, mais de l'installation de paysans biélorusses considérés fiables. Dirlewanger souhaite l'installation de la Légion de l'Est, pour qui il plaide sans cesse auprès de ses supérieurs, car il souhaite en prendre ensuite le contrôle. Dirlewanger souhaite utiliser ce genre de fortification pour avoir des renforts supplémentaires. En février 1944, Himmler donne son accord pour que la brigade Dirlewanger se porte à 800 hommes. Mais elle va mettre énormément de temps pour atteindre ce chiffre, car les détenus n'arrivent pas. Comme par exemple le 19 mai 1944, 182 hommes sont envoyés d'Auschwitz et 287 hommes de Sachsenhausen pour rejoindre l'unité Dirlewanger. Ils composent les derniers convois. Au total, depuis l'été 1942, l'unité a recruté 2150 hommes. Mais après le retrait des troupes de Biélorussie, il n'en reste que 1650, dont une moitié seulement, soit 881, peut être considérée comme des troupes combattantes. La dernière opération de ratissage de l'unité a lieu du 25 mai au 17 juin. Elle porte le nom de l'opération Cormoran. Dans la nuit du 19 juin, les partisans poursuivis par l'unité depuis des mois font exploser pas moins de 10 500 engins. Ils paralysent les voies de communication à l'arrière du front. Le lendemain, les bombardiers soviétiques entrent à leur tour en action et pilonnent les lignes allemandes. Le 22 juin 1944, l'opération Bagration, la grande offensive soviétique débute. Elle conduit à encercler près de 300 000 hommes dans le réduit de Minsk. L'unité Dirlewanger bat en retraite. Elle quitte la Biélorussie par la route de Lida et de Grodno, où elle connaît ses dernières batailles. L'unité aura passé 53 mois en Biélorussie, où elle a abattu a priori plus de 30 000 personnes et incendié plusieurs dizaines de villages. Arrivée sous la forme d'un commando de moins de 100 personnes, elle repart de Biélorussie avec un statut de régiment. Au début du mois de juillet 1944, l'unité arrive en Pologne. Elle prend ses quartiers à Lomza, à 150 km au nord-est de Varsovie. Sur la route vers son cantonnement, l'unité reçoit l'ordre de se rendre à Varsovie pour mater un soulèvement. Avant son arrivée, l'unité est transformée en brigade, appelée Brigade Dirlewanger. Elle est dotée de 2 groupes de combat avec des forces sensiblement égales à celles de bataillons, mais elle n'atteint pas les effectifs essentiels pour une brigade. À Varsovie, l'Arma Krajowa, en voyant les soviétiques se rapprocher, décide de lever une insurrection contre les nazis. Les Allemands vont réagir très férocement. Pourtant, l'armée rouge va rester simple spectatrice de cette répression allemande à Varsovie. Le 4 août 1944, la brigade Dirlewanger atteint Varsovie. Entre le 5 et le 7 août, les 2 groupes de combat des Kampfgruppe Meyer et Steinauer s'engagent dans le quartier central, le long de l'axe menant des faubourgs est à la place centrale avec pour objectif le palais de Brühl. Le premier a pour objectif d'effectuer une percée, tandis que le second
doit intervenir pour nettoyer le site et réduire les poches de résistance. Les 3 premiers jours sont très difficiles pour le Kampfgruppe Meyer, composé de 356 combattants. Il ne réussit à franchir que 400 mètres. Le 3e jour, une percée aboutit avec la perte de 310 combattants tués, blessés ou portés disparus. Les 7 et 8 août 1944, le bataillon de réserve de la police et le second groupe de combat arrivent en renfort pour un second assaut. La semaine suivante, d'intenses combats se déroulent sur place. À partir du 9 août, le palais Brühl constitue la base arrière de la brigade. L'état-major prend ses quartiers à l'hôpital Stanislas, où l'unité reste cantonnée jusqu'à la fin septembre 1944. La brigade se charge jusqu'au 2 septembre 1944 de reconquérir les autres quartiers centraux et le quartier bordant la Vistule. Les combats sont soutenus par des pertes très élevées. La brigade de 881 hommes, en état de combattre à son entrée à Varsovie, ne compte plus que 648 combattants, malgré un renfort de 1650 hommes de divers centres de détention de l'armée, ainsi que 200 détenus criminels issus des camps de concentration. La brigade a perdu 2083 hommes, tués, blessés ou portés disparus. Au niveau de la population, les pertes sont bien plus lourdes. On comptabilise à la fin des combats plus de 200 000 morts. Grâce aux témoignages recueillis lors des procès à la fin de la guerre, on constate que la brigade a procédé à de nombreuses liquidations, notamment lors de la journée du 5 août. Selon certaines sources, la brigade a assassiné plus de 30 000 civils, des partisans de l'AK, des hommes, des femmes et des enfants. Un soldat allemand va relater dans son témoignage la violence des hommes de la brigade d'Irlewanger. Je voudrais maintenant décrire l'assaut contre l'hôpital. Comme d'habitude, avance par bond sur l'objectif, jet de grenade, et après la détonation, entrée. Alors que j'allais lancer ma charge, j'entendis crier « Ne tirez pas !» de l'intérieur. Que devait-on faire ? J'enjoignais par signe à mes camarades allongés à 20 mètres de couvrir de leur feu. J'ordonnais aux Polonais d'ouvrir la porte et de sortir les mains levées. À l'intérieur, j'entendais des bribes de conversation pour partie en polonais et pour d'autres en allemand. La porte s'ouvrit lentement et une infirmière de la Croix-Rouge sortit un drapeau blanc. Mes camarades s'approchèrent alors et nous entrâmes baïonnettes au canon. Un officier polonais, un médecin et 15 infirmières polonaises de la Croix-Rouge rendirent l'hôpital. Les Allemands nous demandèrent de ne pas faire de mal aux Polonais. Alors arrivèrent les SS. Ils exécutèrent immédiatement tous les blessés polonais et agressèrent les infirmières qui furent bientôt dépouillées de leurs vêtements. Nous fûmes poussés vers la seconde issue de l'hôpital. Quand nous pûmes revenir le soir, les SS nous avaient relevés. Il y avait tumulte sur la place de Potence. Des soldats de toutes les unités, des SS, des Ukrainiens organisent un concert de flûtes et de chants, et c'est là que je fus le témoin d'un événement qui était si effroyable et horrible que je peux à peine le décrire. Les SS poussaient les infirmières, les mains sur la tête, vers la Potence. Ils avaient taillé une courte tunique au médecin, lui avaient passé une corde autour du cou et le poussèrent vers une Potence, à laquelle quelques 10 civils se balançaient déjà. La foule riait et vociférait. Les protestations de certains soldats se perdaient dans la foule. La mienne, vu notre impuissance, je la gardais pour notre quartier général. Oskar d'Irlewanger est présent lors de la capitulation des hommes de l'AK. Le 8 octobre 1944, alors que le soulèvement est terminé, le supérieur hiérarchique de d'Irlewanger, Reinhardt, obtient pour lui la croix de chevalier pour ses qualités tactiques, son sang-froid et son courage. 10 jours plus tard, la brigade est envoyée au repos dans la ville de Rodom, puis transférée par voie ferrée en Slovaquie pour combattre une nouvelle insurrection. Depuis le 29 août 1944, des éléments de l'armée et des maquis pro-communistes slovaques se soulèvent dans la région de Banská Bystrica.
La brigade d'Irlewanger arrive le 17 et 18 octobre à Ruzomberok et Bieli Potok. Elle intervient dans la phase finale du soulèvement, alors que les insurgés, battus militairement, se rendent en masse ou tentent de se réfugier dans les Tatras pour espérer l'arrivée des soviétiques 9 jours plus tard. Durant ces 9 jours de combat, la brigade d'Irlewanger mène d'intenses combats contre les assiégés retranchés et repousse plusieurs assauts. Selon le journal de marche de la brigade, les chasseurs noirs réussissent à les repousser en 9 jours sur 19 km. Et pourtant, la hiérarchie nazie ne voit toujours pas d'un bon œil l'arrivée de la brigade d'Irlewanger, accompagnée de sa très mauvaise réputation. La 14e division grenadier SS, composée de volontaires ukrainiens, a aussi une mauvaise réputation. Cette dernière souligne l'inefficacité du commandement de d'Irlewanger, qui refuse sans cesse les ordres donnés. L'unité passe 10 semaines dans le même secteur, où le rapport de l'Einsatzgruppe H décrit cette fois les brutalités envers la population civile avec le pillage des biens. La hiérarchie nazie en Slovaquie est soulagée d'apprendre le départ de la brigade d'Irlewanger vers la Hongrie en décembre 1944. Oskar d'Irlewanger envoie une lettre à Himmler où il lui demande de promulguer les recommandations suivantes. Les commandants de KL sélectionneront personnellement, par camp, 250 anciens adversaires du mouvement, dont les commandants de camp auront la certitude ferme qu'ils ont changé intérieurement et auront le désir de le prouver en participant au combat du Grand Reich allemand. Âge requis jusqu'à 45 ans. Dans des cas exceptionnels, 50 ans. Il s'agira de procéder largement dans le cas de compétences militaires notables. Himmler accepte de divulguer un ordre en ce sens. Les sélections s'achèvent 1 mois plus tard dans les camps de concentration. Le 7 novembre, les détenus sélectionnés essentiellement communistes et socialistes rejoignent la brigade. Les directives de Himmler et du WVHA fixent le nombre pour l'incorporation au sein de la brigade à 2000 détenus politiques. Les transports des détenus rejoignent progressivement la brigade à partir du 15 novembre. 441 viennent d'Auschwitz, 149 de Dachau et 775 de Sachsenhausen. Dès leur arrivée, la brigade est complétée par l'affectation d'un juge SS, chargé de réintroduire un minimum de règles dans les pratiques disciplinaires. Il s'agit de Bruno Wille, juge SS, qui témoigne après la guerre de son arrivée au sein de la brigade. J'ai rencontré d'Irlewanger dans la localité voisine et me suis présenté à lui. Mais je suis entré en conflit rapidement avec lui, car il avait reçu du Reichsführer le droit de vie et de mort sur ses hommes. Il n'y avait donc pas de tribunal. Il y avait un ordre secret qui conférait à d'Irlewanger de décider de la vie et de la mort de ses hommes dans le tribunal. Quelles affaires pénales ont été traitées pendant votre séjour ? Du côté des hommes, d'Irlewanger a confié tous les prévenus qu'il pouvait identifier à un Sturmmann pour interrogatoire et fit ensuite battre ou tout simplement fusiller tous ces hommes. Dans quel cas les prévenus étaient-ils abattus ? Par exemple en cas de désertion, de pillage, de vol. Les hommes étaient alors interrogés par ce caporal, qui écrivait dans une note par exemple « Je propose 25 coups de crosse pour cet homme » ou « Il doit être fusillé ». L'homme qui faisait cela était un certain caporal Gluck, Oskar Gluck. Combien de personnes, d'après votre estimation, ont été fusillées durant votre séjour dans l'unité ? Pendant que j'étais dans l'unité, il y a eu 20 morts en 1 mois, entre la mi-décembre et la mi-janvier. Si on écoute le témoignage de ce juge SS, le taux de mortalité au sein de la brigade en raison des sanctions disciplinaires était de 3% par mois, chiffre supérieur à la moyenne habituelle. Désormais à la frontière hongroise, une partie de la d'Irlewanger doit soutenir les troupes du RS-Groupe Sud dans ce secteur du front. Les hommes de l'unité se voient confier un secteur d'une importance capitale,
Au nord de la ville, sur la rive gauche du Danube, le front forme un saillant qui empêche les blindés soviétiques de progresser en direction du sud-ouest afin d'achever l'encerclement de la capitale hongroise. Les 11 et 12 décembre 1944, les unités de combat de la brigade sont chargées d'occuper pour le 2e régiment la localité d'Hippolyzag. Le 1er régiment doit réaliser une mission de couverture et de protection à l'extérieur de la ville. Mais en 3 jours, la situation bascule. L'armée rouge attaque Hippolyzag, tenue par une seule compagnie, alors qu'en principe, un régiment aurait dû tenir la ville. Le 14 décembre, la ville tombe aux mains des soviétiques. Les détenus politiques présents dans le 2e régiment en profitent pour rallier les soviétiques. L'armée rouge va ainsi attaquer massivement les arrières de la ville. Dirlewanger tente une contre-attaque avec 5 de ses bataillons. Malgré quelques succès tactiques, son groupe armé est contraint d'engager 5 divisions de réserve pour reprendre la ville aux mains des soviétiques. En vain. La ville de Budapest est désormais complètement encerclée. Elle tombe, elle aussi, aux mains de l'armée rouge. Face à la menace qui pèse désormais sur le Reich, Heinrich Himmler rappelle la brigade Dirlewanger. Elle est cantonnée, comme la 9e armée, en Lusace, aux alentours de Cottbus. Dans la 2e semaine de février 1945, la brigade Dirlewanger s'installe à Guben. Le 16 février, un nouveau commandant est nommé à sa tête, le Brigadeführer Schmede. L'unité est scindée en 2. Un régiment est confié au RS-Groupe Vistule, affecté à la 9e armée. Le second, avec les éléments restants de la brigade, passe sous le commandement du RS-Groupe Mitte, en étant affecté à la 4e brigade blindée. La brigade est engagée dans d'intenses combats à Neufeld et Krozen. C'est le début des ultimes engagements qui durent 60 jours. On constate de très nombreuses désertions en petits groupes de détenus politiques, notamment en raison de l'intensification des violences au sein de l'unité. En effet, entre 1944 et 1945, la brutalité a énormément augmenté au sein de l'unité, surtout depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique contre les personnes qualifiées de lâches ou de traîtres. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, un haut gradé, Harald Momm, est transféré à titre disciplinaire au sein de l'unité. Il raconte après la guerre la sentence de certains soldats qui reçoivent 25 coups avec une matraque en caoutchouc et défaillent en raison de la douleur. C'est à partir de l'été 1943 que les premières tentatives de désertion au sein de l'unité débutent. Le 25 juin par exemple, 4 soldats de l'unité tentent leur chance. De Lublin à la Biélorussie, on ne compte pas moins de 7 tentatives de désertion. Le dernier des 7 déserteurs est repris par les hommes du KDS de Minsk lors de l'opération Koroman. Nul doute sur son sort, certainement une exécution sommaire lors de la retraite des troupes allemandes. Pour Hans-Peter Klausch, la cassure a lieu dans l'unité en Slovaquie, en Hongrie et en Lusace. C'est là que commence l'activité antifasciste de certains contingents de l'unité. L'arrivée des politiques au sein de la brigade favorise la montée de la violence dans les relations sociales au sein de l'unité. La confiance entre les troupes et les officiers est à partir de ce moment-là définitivement compromise. D'après Klausch, le seul moyen de survivre reste la désertion. Au total, une 50aine d'hommes désertent en Slovaquie. 480 hommes entre le 13 et le 18 décembre 1944 devant Budapest ainsi que quelques éléments en Lusace. Selon Klausch, une centaine de personnes vont rejoindre les soviétiques. 630 recrues, soit 5 et 9% des effectifs, font le choix de la désertion. Le 19 février 1945, Himmler transmet à son commandant sa dernière affectation. La brigade Dirlewanger devient la 36e division de grenadiers SS. Une division qui n'existe que sur le papier, car les éléments ne sont plus soudés, mais confiés à divers corps de troupes.
Dans ces rangs s'ajoutent une centaine d'élèves d'officiers SS de Junkerschule, proches de leur position. Ils sont immédiatement affectés, chefs de section ou de compagnie. Près de 400 détenus d'une prison SS complètent les effectifs. Les combats portent maintenant sur une guerre de position malgré des forces inégales. En effet, 2 millions de soldats allemands font face à 6 millions de soldats soviétiques. L'armée rouge harcèle quotidiennement les lignes allemandes et prépare une grande offensive vers la chute de Berlin, qui se trouve à plus de 100 km de leur position. Les formations de la brigade participent aux offensives pour dégager la ville de Kustrin, sur la Neisse. Et au nord et au sud de cette position du front, les soviétiques lancent des opérations pour améliorer la cohérence de leurs lignes et éliminer les derniers réduits de résistance, comme à Posen, Breslau, en Poméranie et en Silésie. Sur le front, les soviétiques concentrent durant ces 2 mois plus de 14 millions de soldats qui constituent le fer de lance de la future bataille de Berlin. Le général Gotthard Heinrizi remplace Heinrich Himmler depuis quelques jours à la tête du RS-Gruppe. À partir du 16 avril 1945, il prépare la défense et fortifie ses positions. Une préparation d'artillerie jamais vue auparavant jette dans la bataille un véritable flot de blindés et de fantassins de l'armée rouge qui submerge rapidement les forces allemandes. 2 jours après le début de l'offensive, le front est rompu malgré une résistance acharnée. La 9e armée et la 4e armée blindée, dont font partie les 2 formations de la brigade d'Irlewanger, sont complètement encerclées dans la région de Halbe, à moins de 100 km de Berlin. Le 25 avril 1945, il ne reste plus aucun élément du 1er régiment. Seuls 36 hommes du 2e régiment continuent les combats alors que les éléments d'artillerie et du génie sont tous portés disparus. Sur les 6000 hommes présents dans les rangs de la division, seule une 50aine reste encore en vie au soir du 25 avril 1945. Les autres sont morts au combat, blessés ou faits prisonniers. 634 d'entre eux sont recensés dans les camps de prisonniers soviétiques. C'est ainsi que s'achève l'existence de la 36e division de grenadiers SS, appelée la brigade d'Irlewanger, responsable de la mort de plus de 60 000 personnes civiles pour la plupart. Oskar d'Irlewanger, malgré les plaintes durant la guerre, aussi bien relatives à son attitude qu'aux agissements de ses hommes, n'a jamais été jugé. Pour le commandement, l'essentiel restait le nombre de victimes à imputer à sa brigade pendant les diverses missions. Des plaintes, il y en a eu pendant la guerre. Des plaintes pour corruption, des plaintes pour braconnage ou des plaintes pour violence. Cette brigade était considérée comme un véritable ramassis de sauvages, aussi bien par ceux qui ont contribué à sa création que par ceux qui en faisaient partie. Malgré tout, la hiérarchie militaire a fermé les yeux sur toute cette violence permanente, avec de temps en temps un éloignement forcé et un envoi dans un secteur différent pour poursuivre ces exactions. Selon d'autres rapports du HSSPF pour la Russie centrale, le commando était envoyé dans les secteurs où la situation présentait des risques accrus. L'unité semble avoir fait ses preuves. Aucune autre troupe n'était aussi efficace pour la lutte contre les partisans hostiles. Même le commandant de la 286e division de la Wehrmacht a exprimé sa satisfaction face à l'action de l'unité d'Irlewanger. Pourquoi ? Parce que ce dernier a étroitement collaboré avec la Wehrmacht lors de l'opération Adler. Selon le rapport, ils ont agi eux-mêmes contre des braconniers pour chasser les partisans. Désormais, quand le conflit a cessé, les affaires juridiques ont pris le relais pour poursuivre les responsables des crimes nazis, notamment contre la brigade d'Irlewanger. Les soviétiques vont découvrir alors leurs crimes qui dépassent l'entendement. Selon des rapports d'exhumation de la commission d'enquête soviétique, la brigade d'Irlewanger a brûlé en février 1943 pas moins de 10 villages. Après enquête, ils n'ont trouvé aucun projectile, aucune douille au sol,
Cette situation prouve que plus de 2000 victimes ont été brûlées vives dans les granges. Alexandre Mironov, témoin de ces massacres, a vu un soldat rire en jetant un enfant de 14 ans dans les flammes. Il a par la suite identifié son unité basée à Laouisk. Un ancien supplétif russe, interrogé par la commission d'enquête sur les crimes nazis dans la région de Mogilev, a déclaré « Ce que j'avais pu comprendre de mon activité pratique, c'est que l'unité spéciale d'Irlevanger avait été créée spécialement pour mener des actions de représailles contre les partisans et la population pacifique de Biélorussie. Pendant plus de 2 ans, cette unité, sous le commandement de Dirlewanger, des frères Zalski, de Zimmermann, de Ted Jakob et d'autres nazis, a systématiquement mené ses actions de représailles dans les environs de Mogilev, Minsk, Vitebsk et autres lieux. Au cours de ces actions, les habitants pacifiques de localités, de villages et de hameaux furent fusillés, brûlés vifs, pendus. Furent incendiées des maisons d'habitation, des écoles, des hôpitaux, des clubs, des églises et d'autres lieux publics. Si mes souvenirs sont bons, plus d'une centaine de localités habitées furent détruites avec leurs habitants. Mais surtout, au fil de l'enquête, on peut découvrir 2 types d'individus qui a composé la brigade d'Irlevanger. L'une est une bande qui boit énormément d'alcool et agit de la pire manière dans un état d'ébriété excessif. L'autre groupe est composé d'hommes animés par une rage et une détermination démentielle au moment de passer à l'attaque. La brigade n'hésitait pas à garder les femmes en vie qu'ils emmenaient à leur cantonnement. Ils leur confisquaient tous leurs biens et leur faisaient subir les pires sévices avant de les abattre froidement. Tous ces massacres ont trouvé une sorte de légitimité dans une note du général von Scheckendorf. Au début de septembre 1942, Erich von dem Barzelewski transmet une note du général von Scheckendorf, commandant les troupes de sécurité du groupe d'armée centre. Cette note précise la règle de survie pour les populations locales et incite à leur mise à mort en cas d'appartenance à un groupe de partisans ou en cas de collaboration avec eux. Pour les enfants, il ordonne qu'on ne les fusille qu'à partir du moment où ils aient été conscients de la portée de leurs actes. Les enfants au-dessous de 10 ans en sont capables, mais ils devront être simplement punis, mais pas fusillés. Or, selon les rapports, il n'y a pas de présence d'enfants. En 1944, de nombreux enfants venus des territoires considérés comme contrôlés par les partisans sont enlevés et envoyés en Allemagne, en compagnie des enfants venus des villes ou des villages détruits dans le cadre de la politique des zones de mort. Certains devront travailler dans l'agriculture, les autres seront engagés jusque dans l'artillerie antiaérienne. Aujourd'hui encore, il est impossible de chiffrer exactement le nombre d'enfants ainsi capturés. Mais selon certains historiens, le chiffre doit monter à plus de 35 000 enfants enlevés en URSS durant la guerre. Cette action a été contrôlée par le ministère des Territoires occupés et 2 officiers supervisent ce processus, Siegfried Nickel et Walter Brandenburg, subordonnés de Gottlob Berger, lui-même subordonné de Dirlewanger. Pourtant, de nombreux enfants seront massacrés avec énormément de violence. À partir de 1943, seuls les hommes, adolescents et femmes célibataires sont mis au travail. Les enfants et mères de famille exclus de ce protocole seront purement et simplement assassinés. Mais qu'est devenu Oskar Dirlewanger après la guerre ? Selon les interrogatoires de ses anciens compagnons, il s'est enfui en Libye ou en Égypte. Mais quels sont les véritables derniers instants de Oskar Dirlewanger ? Dirlewanger accompagne ses hommes jusqu'à Lusace, avec de multiples absences en raison de ses nombreuses blessures, avec des allers-retours à l'hôpital de Berlin et sa Souabe natale. En février 1945, comme nous l'avons vu, un nouveau commandant est nommé à sa place, le Brigadeführer Schmede, qui a déjà servi dans l'unité comme colonel. Dirlewanger sentant la défaite arriver, préparait-il déjà sa fuite hors du Troisième Reich ? Selon certains rapports découverts après la guerre, la hiérarchie critique de plus en plus son manque de sérieux en raison de son état fréquent d'ébriété.
Entre le 15 et 20 mars 1945, après sa rencontre avec Gottlob Berger à Berlin, il est reparti en Souabe où, selon sa sœur, il déménage des affaires de leur domicile, des produits du pillage ainsi que des documents plus compromettants. Dirlewanger préparait, semble-t-il, sa fuite ou son évasion vers la clandestinité. Le 22 avril 1945, portant toujours son uniforme SS, il arrive à une résidence de chasse de Berger située dans l'Allgäu, à l'extrême sud de l'Allemagne. Il demande de l'aide aux gardiens pour entreposer différentes affaires et échange son uniforme SS pour des vêtements civils. La guerre est finie pour lui et pendant 6 semaines, on ignore ce qui est arrivé à Dirlewanger. En juin 1945, il est emprisonné par les soldats français à Althausen. Un détenu du camp de Zykov ou celui de Lutsk l'a identifié. Il est alors battu par des matraques en lui reprochant d'avoir servi dans la SS ou la Gestapo. Dans d'autres témoignages, on affirme qu'il n'y a aucun Français à cette période, mais seulement des Polonais armés. Après la plainte d'un officier hollandais concernant le traitement infligé à des prisonniers, la Croix-Rouge obtient par l'autorisation des Français d'intervenir dans la prison. Une jeune infirmière chargée de la nourriture et des soins remarque le visage et le corps tuméfiés de Dirlewanger, ainsi que celui de ses compagnons de cellule. Dans la nuit du 4 au 5 juin 1945, Dirlewanger et Minch sont une nouvelle fois battus à tel point qu'ils ne peuvent plus se lever. Les Polonais revenus dans la cellule leur ordonnent de se lever, mais ils en seront incapables. Ils sont encore battus à coups de crosse au visage, les laissant totalement inconscients. On ne connaît pas les circonstances de la mort de Oskar Dirlewanger. Les gardiens, sous l'emprise de l'alcool, n'ont pas suivi les règles de procédure d'identification et d'inhumation. Ainsi est né le mythe sur Dirlewanger après la guerre qui donnera lieu à des enquêtes judiciaires sur sa mort. Les membres de son unité sont interrogés pendant le procès de la Wilhelmstrasse, initié par la Cour américaine à Nuremberg, contre divers fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, parmi lesquels figure Gottlob Berger. Certaines atrocités commises sont révélées au grand jour. On estime que Oskar Dirlewanger a fui en Libye ou en Égypte, hypothèse soutenue par les anciens de l'unité. Entre 1948 et 1985, la justice ouest-allemande a réalisé une quarantaine d'enquêtes préliminaires. Ce travail va permettre aux policiers et aux magistrats allemands d'accumuler une masse impressionnante de documents et d'informations sur les agissements de la brigade Dirlewanger. Mais rares sont les enquêtes qui vont aboutir. Cette situation reste un échec pour la mise en accusation dans le droit allemand. Les enquêteurs ignorent à cette époque que les chasseurs noirs ont une stratégie bien à eux, qu'ils vont défendre en restant unis. La première enquête porte sur le rôle de l'unité contre la répression de l'insurrection de Varsovie en août 1944. Les enquêteurs tentent de reconstituer le déroulement des opérations. Ils souhaitent comprendre si Dirlewanger a commis des crimes, mais impossible d'établir sa responsabilité dans les crimes. Puis, ils vont se pencher sur les ordres donnés sur les supérieurs hiérarchiques, dont Heinrich Himmler. Les enquêteurs doutent de la véracité d'un ordre de destruction systématique de la population. L'enquête s'achève sur un échec. Les témoignages ne précisent pas le nom des personnes impliquées dans les exactions, mais simplement des soldats allemands en tenue de combat, sans que l'unité soit précisée. Les témoignages des survivants de l'unité diront sans cesse, dans des conditions extrêmes de combat, il leur était interdit de prendre part à des actions de représailles. Seulement 2 reconnaissent avoir assisté à des fusillades. Heinrich Krauss, braconnier de la première heure et interrogé en 1975, mais il se fait passer pour un illettré avec l'assistance de sa nièce pour la lecture de sa déposition. Il est à nouveau interrogé en mai 1976, mais Krauss indique ne plus se souvenir de rien. D'autres personnes de l'unité refusent catégoriquement de répondre aux questions. Certains vont envoyer les enquêteurs sur des fausses pistes.
Seul un d'entre eux a rompu la solidarité avec la brigade pendant son interrogatoire le 30 septembre 1969. Il charge le Kampfgruppe von Kottberg et va jusqu'à accuser Heinz Feiertag d'avoir tué sans raison une paysanne lors d'un contrôle de routine. Une vingtaine d'enquêtes préliminaires ont été ouvertes par la ZSTL, auxquelles on doit ajouter une douzaine menées par les procureurs des Länder de l'Allemagne de l'Ouest. Sur 35 dossiers, seule une affaire s'achève par l'établissement d'un acte d'accusation avec un renvoi devant une cour d'assises. Pour leurs activités de gardien de camp de travail pour les détenus juifs, Heinz Feiertag et 3 autres membres de l'unité sont condamnés à des peines de prison allant de 10 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Feiertag est libéré au bout de 7 ans de prison. Toutes les autres affaires contre la brigade Dirlewanger sont conclues par des non-lieux, compte tenu de la complexité des incriminations. Oskar Dirlewanger, présumé mort, Kurt Weisse, disparu sans laisser de traces, Gottlob Berger et les autres officiers supérieurs de l'unité ne peuvent pas être condamnés pour des crimes déjà jugés lors du procès de Nuremberg. En 1995, le dossier des exactions commises par le Kampfgruppe von Kottberg est refermé sans que quiconque ne soit envoyé devant les tribunaux. Les hommes de Dirlewanger ont réussi à résister à l'offensive judiciaire menée par l'Allemagne des années 1960-1980. En refusant de collaborer, en restant solidaires, ils échappent aux poursuites judiciaires. Les crimes commis par l'unité en Pologne, en Biélorussie, en Slovaquie et en Hongrie restent impunis. Certains vont pouvoir profiter de belles situations après la guerre en entrant même officiellement dans la politique. L'enquête sur le monde concentrationnaire, comme au sein de la brigade Dirlewanger, est stoppée. Les chasseurs noirs ont pu bénéficier d'une belle et longue vie pour certains malgré l'ensemble de leurs crimes. Chasseurs noirs, comme les avait surnommés Hitler. Le dictateur ne leur avait jamais demandé expressément de brûler des villages et des habitants en Biélorussie. Mais il a laissé faire toutes ces atrocités, et malheureusement, bien d'autres encore. Chasseurs noirs qui s'épanouissent pendant la saison de la chasse dans la violence entre l'homme et l'animal. Lorsque cette soif de violence devient trop forte, l'homme finit par devenir lui-même un animal des bois. Un véritable homme sauvage, plus proche des gibiers qu'il traque que du monde civilisé, de ce monde des hommes qu'il a quitté pour assouvir son penchant de prédateur. Ce sont les chasseurs noirs, ces braconniers qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas chassé des animaux, mais ont traqué des êtres humains considérés comme du gibier. La sombre histoire de la brigade Dirlewanger s'est arrêtée dans les ruines fumantes d'une Allemagne qui a sombré dans le chaos. Mais aucun de ces hommes ne sera inquiété par la justice. Comme des chasseurs, ils sont restés unis face à la justice. Plus de 60 000 victimes tuées à l'Est ne connaîtront jamais la justice. Comme ils ont été décimés par familles entières, leurs noms s'effacent au fur et à mesure que le temps passe. Mais pour leur mémoire, souvenons-nous de qui ils étaient. Et souvenons-nous des atrocités commises par les chasseurs noirs de la brigade Dirlewanger.